CSS, c'est le langage qui permet de passer de ça à ça. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les fondamentaux de CSS, comment mettre du style, faire de la mise en page et même faire en sorte que votre site s'adapte automatiquement à toutes les plateformes. Si vous êtes débutant complet ou vous voulez en finir avec ce langage que vous n'avez jamais vraiment compris, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à regarder cette vidéo en entier et à passer à l'action pour que ça vous serve vraiment. Ce que je voulais vous rappeler, c'est les langages du web. HTML, CSS et JavaScript, ce sont les trois seuls langages que tous les navigateurs comprennent, sur mobile, sur PC, etc. Donc il y a HTML qui sert à faire la structure de la page, donc on dit par exemple qu'il y a une balise de paragraphe, qu'il y a un titre, qu'il y a un tableau, ou encore qu'il y a un lien ou un bouton. CSS qui sert à faire le style, la mise en page, etc. Donc c'est-à-dire prendre les balises HTML et les transformer en quelque chose de joli sur tous les appareils. Et finalement JavaScript qui sert à ajouter de l'interactivité, c'est-à-dire à faire en sorte que quand par exemple je clique sur mon bouton, il se passe quelque chose. Voilà, on a vu donc les trois langages du web. Voilà, donc ça c'est les trois langages des navigateurs. Mais dans un premier temps, on va se concentrer surtout sur HTML et CSS pour être sûr que vous ayez bien compris. Et donc ici, on a un exemple de code HTML. Donc avec un titre, un paragraphe, une encre ou un lien et finalement un bouton. Et donc si on regarde dans un navigateur ce que ça donne exactement ceci. Donc je suis un titre, je suis le paragraphe, je suis un lien, je suis le bouton. Et quand on ajoute CSS, eh bien qu'est-ce qu'on fait ici? On dit qu'on prend le titre, H1, et on lui donne des paramètres pour le modifier. Donc là par exemple, je lui donne une taille de texte de 38 pixels, et on voit qu'effectivement celui-ci est un peu plus gros que celui-ci. Donc ça c'est pas flagrant, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus gros. On lui dit également qu'il est en gras, donc ça, de la même façon, ça va pas trop se voir parce que par défaut, il est déjà en gras. Et on peut lui dire aussi qu'il est en rouge. Donc là, c'est assez évident. Là, il n'est pas rouge, c'est par défaut un titre HTML et avec CSS. Et puis de la même manière, pour le bouton, on lui a ajouté un bord de 2 pixels. Par défaut, il est moins épais. Il doit faire certainement 1 pixel et être gris. Et là, il fait 2 pixels et il est noir. Et on lui a ajouté un border radius de 10 pixels pour que ce soit en fait arrondi et que ça ait la forme d'une pilule plutôt que plus ou moins carré comme c'est le cas par défaut sur HTML avec quand même un petit border radius qui sert à arrondir les coins. Donc ça c'est juste un petit exemple qui vous fait bien comprendre la différence entre HTML et CSS et le fait que les deux en fait sont liés. On a besoin de balises HTML pour appliquer du CSS dessus et ça nous permet voilà, de créer du style et de mettre en page nos sites internet. Donc ce que je vous propose, c'est d'arriver tout de suite dans un éditeur de code. Donc, on va créer un dossier. Moi, je vais créer mon dossier sur le bureau. Donc, j'ouvre mon explorateur de fichiers et je vais créer un nouveau dossier. Donc, on va mettre démo CSS. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est que je le glisse dans mon éditeur de code pour pouvoir l'ouvrir tout simplement. Là, je suis dans le dossier démo CSS. Ça y est. Et donc maintenant, je vais créer un fichier HTML de base. On l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur HTML, je vous invite à aller la voir. Ça vous aidera beaucoup à comprendre cette vidéo. Et donc, je crée un nouveau fichier. Je peux faire soit clic droit, nouveau fichier, soit en cliquant ici. Et je vais l'appeler index.html, tout simplement. Ensuite, je mets un point d'exclamation, je fais entrer. Donc là, j'ai mon document de base. Et je vais par exemple créer un titre. Donc voilà, titre, et puis un paragraphe. Je vais mettre paragraphe et j'enregistre. Ensuite, je vais cliquer pour démarrer, donc Live Server. Donc je ne le vois pas dans mes extensions en bas, je vais aller dans les extensions et je vais taper Live Server. Et puis, je vais faire installer tout simplement. Donc ça, je peux l'enlever. Je peux fermer ça. Je reviens dans mon explorateur et je vais cliquer sur Go Live tout simplement. Et voilà, dans mon navigateur, il y a mon site internet qui a démarré. Donc du coup, j'ai déjà titre et paragraphe. Et si évidemment, je modifie et que je mets 2 par exemple, j'enregistre. Automatiquement, ça s'actualise. Donc c'est parfait. Pour enregistrer, le raccourci, c'est Command S ou CTRL S. S comme Save, enregistré en anglais. Donc là, on va faire un petit peu comme dans l'exemple. On va mettre le titre en rouge et ça va me permettre de vous montrer comment on écrit du CSS. Donc il y a plusieurs façons d'écrire du CSS et la plus simple, c'est tout simplement de rajouter une balise style de cette manière. Donc là, j'ai ma balise style et à l'intérieur de style, je peux écrire du CSS. Donc là, par exemple, je veux modifier mon titre. Mon titre, c'est une balise H1. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends la balise H1, j'ouvre une accolade.
automatiquement elle est fermée par Visual Studio Code. Je fais entrer pour sauter une ligne et maintenant je vais dire que par exemple je veux que mon texte soit rouge, donc je mets color, deux points, et là on me propose plein de couleurs, donc je pourrais écrire la couleur, mais moi je vais prendre par exemple maroon, je mets un point virgule et je fais Command S ou CTRL S, et là on voit que mon titre a automatiquement changé de couleur. Vous voyez que du coup, si je crée plusieurs titres sur ma page, ils auront tous cette couleur-là parce que j'ai sélectionné le H1 et que donc toutes les balises H1 sont affectées par ma sélection. Mais il y a d'autres sélecteurs. Ça, on appelle ça un sélecteur CSS. C'est un sélecteur, c'est ce qui nous permet de sélectionner une balise et de lui appliquer certaines propriétés. Imaginons que je veuille sélectionner uniquement le deuxième titre H1. Ça n'a pas de sens de mettre deux titres H1 sur une page. Normalement, il y en a un seul. D'ailleurs, je vais faire la modification, je vais les passer en H2. Donc, pour sélectionner tous les H1 d'un coup, je fais Commande D une deuxième fois et encore une fois. Et là, ça m'a sélectionné tout et on voit que mon curseur apparaît 4 fois. Ça me permet de passer en H2 et de faire Commande S. Et là, tous mes titres sont passés en H2. Donc là, encore une fois, je vais modifier ici également. Et donc, deux titres H2 sur une page, ça arrive assez fréquemment. Donc là, on est sur un truc qui peut vous arriver. Et donc, imaginons que je veuille sélectionner uniquement le deuxième titre et que je veux que celui-ci soit en bleu. Eh bien, je vais pouvoir lui appliquer différents paramètres, dont la classe. Donc, je peux lui mettre une classe, par exemple, titre 2. Et si je vais ici et que je mets point pour récupérer une classe, c'est avec un point, et que je mets titre 2, eh bien, si je mets une color blue pour qu'il soit en bleu et que j'enregistre, eh bien, on voit que mon titre, automatiquement, est arrivé en bleu. Pourquoi? Parce qu'il a la classe titre 2 et que j'ai récupéré le sélecteur point titre 2. Un point, ça sert à récupérer une classe, tout simplement. Donc, tous les éléments qui auront la classe titre 2, si par exemple je le mets sur mon paragraphe également, eh bien, ils seront affectés par ce changement qui est la couleur bleue. Et donc du coup, si je crée à nouveau, par exemple, un nouveau paragraphe et que j'écris test, eh bien ici, on voit que comme il n'a pas la classe titre 2, eh bien il n'apparaît pas en bleu tout simplement. J'aurais pu de toute façon mettre pour les paragraphes une autre couleur, donc color de point blue violet, par exemple. Je mets mon point virgule et j'enregistre. Et on voit que par défaut, un paragraphe s'affiche en violet, mais s'il a une classe, eh bien la classe prendra le dessus et l'affichera en bleu. En l'occurrence, là, il a la classe titre 2, ce qui n'a pas de sens, mais j'aurais pu mettre par exemple une classe qui s'appelle blue. Si je fais CTRL D encore une fois, je peux sélectionner toutes les occurrences d'un coup et je peux écrire blue. Et ça me permet voilà, d'avoir une classe qui passe les choses en bleu. Si évidemment j'enlève cette classe ici, que je fais enregistrer, eh bien le paragraphe devient violet. Si je fais Commande Z ou CTRL Z pour faire un retour en arrière, eh bien voilà, il redevient bleu puisqu'il a la classe blue. Donc les classes, c'est cool parce qu'on peut les réutiliser et les mettre à plusieurs endroits, mais il y a également quelque chose qu'on peut utiliser qui sont les ID. Un ID, par contre, ça s'utilise une seule fois. Je vais vous montrer ça. Si je mets ID et que je fais, par exemple, deuxième paragraphe, j'enregistre. Bon, là, il ne s'est rien passé en apparence, mais je peux maintenant récupérer ce texte via son ID et lui faire une modification qui lui est propre. Par exemple, si je veux lui mettre une sorte de surlignage, une couleur de fond noir en arrière-plan, eh bien, je vais faire ceci. Hashtag, puisque c'est un ID, si ça avait été une classe, j'aurais mis un point, mais pour un ID, c'est un hashtag. Et ici, je vais mettre donc deuxième paragraphe, donc je vais faire copier-coller, commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V. J'ouvre une accolade, tout simplement. Et ici, je vais pouvoir donner ma modification. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais une sorte de surlignage, ou en tout cas un fond coloré. Donc du coup, là, je vais mettre un background color. Et ce background color, je le veux noir. Donc je vais écrire black. Je
je fais enregistrer. Et là, on voit qu'il y a une couleur de fond, une couleur d'arrière-plan sur mon paragraphe qui est tout simplement noire. Donc là, on a vu les principaux sélecteurs, c'est-à-dire sélectionner une balise directement. Et donc là, ça sélectionne toutes les occurrences d'une balise et ça lui applique la propriété CSS qu'on lui a mis. On a vu donc de la même manière ici. Et on a vu également comment sélectionner une classe donc avec un point et comment sélectionner un ID donc avec un hashtag. Il y a d'autres façons de sélectionner des éléments, ça s'appelle des sélecteurs CSS, qui sont un peu plus complexes, mais honnêtement, ce n'est pas ce qu'on utilise quand on crée vraiment un site internet ou une application. La plupart du temps, on ne va pas s'emmerder avec des sélecteurs complexes. Donc généralement, on va essayer de gagner du temps et du coup, on va utiliser les méthodes que je vous ai montrées. C'est pour ça que je ne vous montre pas les autres, parce que je pense que vous n'en aurez pas besoin ou très peu. Par contre, quelque chose qui est intéressant, ou en tout cas, je pense qu'il va vous plaire, c'est par exemple comment je fais pour modifier ce titre quand je passe ma souris dessus. Pour que par exemple, quand ma souris soit dessus, eh bien, le titre change de couleur. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite, puisqu'en fait, c'est assez simple. Ici, donc, je sélectionne mon H2 et je vais faire en sorte que quand il soit sélectionné, eh bien, il change de couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre mon H2 et je vais faire 2.hover. Ensuite, j'ouvre des accolades et ici, je vais modifier donc une propriété. En l'occurrence, je vais faire la couleur et je vais faire en sorte qu'il soit orange quand il y a la souris dessus. Donc maintenant, si je fais ceci et que je mets mon point virgule, je fais enregistrer, et bien ici, quand je vais passer ma souris dessus, donc là, il faut que je sois bien sûr sur la page, j'ai dû cliquer sur la page. Quand je passe ma souris dessus, et bien automatiquement, mon titre change de couleur. Si je fais de la même manière sur l'autre titre, et bien tous les titres H2 de ma page eh bien, vont changer de couleur quand je vais passer ma souris dessus. Donc c'est hover, ça veut dire être au-dessus. Et donc quand ma souris est au-dessus d'un titre, eh bien automatiquement celui-ci change de couleur. C'est très moche ce qu'on est en train de faire. Évidemment, là, je ne vous fais pas un cours de design. Moi, je trouvais ça assez sympa de vous montrer comment modifier quand la souris est sur un élément. Je vais juste peut-être rajouter une transition pour que quand je passe ma souris, ce ne soit pas abrupt comme ça, que ça clignote pas de cette manière et que ce soit un peu plus fluide. Et donc, du coup, je vais ajouter tout simplement une transition sur mon H2 et je mets par exemple 0.2 secondes. J'enregistre et maintenant, si je passe ma souris dessus, donc ça n'a pas marché, peut-être qu'il faut que j'ajoute transition all et ensuite ça marchera certainement. Là, voilà. Vous voyez qu'il y a une petite transition. Ce n'est plus aussi abrupt. Et pour que la transition soit encore de meilleure qualité, il faut tout simplement ajouter ease. Donc ça, c'est une courbe qui va être appliquée sur la transition. Donc si je vous mets ease, curve, vous allez comprendre un peu mieux. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, une courbe, elle est linéaire. Et quand vous utilisez ease, eh bien, ça va commencer lentement, accélérer et puis ralentir. Imaginez une voiture qui démarre. Une voiture, elle ne démarre pas directement à la vitesse de 100 km/h. Elle commence par 0 km/h et puis petit à petit, elle arrive à 100. Et ensuite, quand elle va s'arrêter, elle va ralentir petit à petit. Et donc, en ajoutant le mot ease, ça me permet de lisser la transition, tout simplement, et de faire en sorte que quand je passe ma souris dessus, eh bien, ce soit joli et agréable à regarder. Et donc là, c'est pas pour autant que mon style est joli, mais en tout cas, la transition est agréable visuellement. Et quand je passe ma souris sur un élément, voilà, ça met 0,2 secondes à changer de couleur avec donc la courbe ease, c'est-à-dire que le changement de couleur se fait progressivement et puis ça donne quelque chose d'assez agréable à regarder. Même peut-être que ease in out serait encore mieux, donc on va essayer ease in out. Je fais enregistrer et si j'essaye, là on voit que voilà, ça rend plutôt bien, c'est assez agréable à regarder. Donc là, on a vu l'essentiel sur sélectionner une balise et faire en sorte que voilà, quand on passe la souris dessus, ça change un élément. C'était pas forcément essentiel, mais je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont trouvé ça cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelques propriétés. Là, actuellement, on a vu que color et background color, ce qui est quand même pas grand-chose. Et donc là, l'idée, c'est qu'on voit quelques propriétés qui nous permettent de faire des trucs assez cool. Donc je vais effacer tout ça parce que c'est quand même assez moche et je vais garder seulement mon titre et mon paragraphe. Je vais enlever la classe
et on va s'amuser déjà avec ça, ce sera déjà bien suffisant. Et donc je vais vous montrer donc certaines propriétés. Donc je reprends mon titre et ici on va à nouveau lui mettre une couleur pour que vous ayez vraiment quelque chose d'assez exhaustif. Donc là je vais mettre aqua, ce qui est toujours pas très beau, hein, on confirme. Il y a d'ailleurs quelque chose que je voulais vous montrer dans l'éditeur. Quand vous cliquez sur la couleur, eh bien ici vous pouvez sélectionner une couleur peut-être plus jolie ou peut-être mieux selon vous. Donc par exemple cette couleur là me paraît assez sympathique et là si je fais CTRL S ou Command S, eh bien là voilà, ma couleur a été appliquée, c'est quand même plus joli et automatiquement voilà, la couleur a été écrite par l'éditeur de code. Donc voilà, la palette de couleurs est assez pratique. Moi je vous invite à l'utiliser dès que vous pouvez. Donc on a vu également le background, donc je vais le rajouter, background color. Et ici je peux le mettre en beige par exemple, comme ça c'est assez léger. Donc là on voit que ça sélectionne toute la ligne concernée et ça la met en beige tout simplement. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que mon titre il soit centré. Donc déjà je vais le repasser en H1 parce que c'est le titre principal, ce n'est plus un titre secondaire. Donc je fais CTRL D encore une fois pour sélectionner toutes les balises et je vais me mettre en H1, attention pas de majuscule, j'enregistre et là voilà, c'est un titre de rang 1, je peux le réduire un petit peu. Et du coup si je veux que mon titre soit centré, eh bien je vais ajouter tout simplement une propriété. Donc il faut se dire que en fait quand vous commencez à taper quelque chose, si par exemple vous voulez quelque chose qui concerne un texte, eh bien vous allez commencer à taper et puis là l'éditeur de code va vous proposer en fait plein d'éléments que vous pouvez modifier. Donc c'est assez pratique de l'avoir directement. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est centrer mon texte. Donc je vais tout simplement prendre text align. Et puis ensuite, on me propose les valeurs que je peux mettre. En l'occurrence, je veux que ce soit centré. Donc je mets center tout simplement. Aussi simple que ça. Je peux enregistrer. Et là, j'ai un titre qui est centré avec un fond beige et une couleur violette, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour changer la police. Parce que je trouve que cette police n'est pas terrible. Donc, on va faire un changement de police. Eh bien, devinez quoi, c'est encore une propriété CSS, mais je vais vous montrer aussi comment on installe une autre police avec Google si vous voulez vraiment mettre une police personnalisée. Déjà, on a les polices de base, donc en faisant font family, tout simplement, je fais entrer. Eh bien, ici, j'ai pas mal de propositions. Donc, je peux essayer, par exemple, en prenant Gilles 100, je clique dessus, je fais enregistrer, et là, effectivement, j'ai la modification qui est apparue. Mon titre a changé de police. Donc c'est plutôt cool. Et a priori, celles qui sont proposées, je crois, dans VS Code sont compatibles avec à peu près tous les navigateurs. Je vais fermer mon explorateur en cliquant ici tout simplement, comme ça on verra un petit peu mieux le code. Donc ça c'est cool, mais si je veux ajouter une police qui n'existe pas, bah là ça va être compliqué de le faire, enfin qui n'existe pas, qui n'est pas installée sur mon site, ça va être compliqué de le faire. Donc je vais vous montrer comment on utilise Google Font. Donc pour ça, on va sur Google Font. Donc on se rend sur Google Font et moi la police que j'adore utiliser, donc il y a Roboto qui est assez sympa, qui est la police d'Android, mais moi j'aime bien Montserrat qui est beaucoup utilisé et quand je clique, eh bien voilà, c'est cette police-là qui est assez sympathique, je trouve, et je veux l'ajouter à mon site. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Get Font et ici, je vais cliquer sur Get Embed Code. Ensuite ici, on me propose ce qu'il faut faire, donc il y a plusieurs façons de l'ajouter. En l'occurrence, moi je vais faire tout simplement le @import et ça me permet de faire un copier ici, je le colle à la racine de mon style. Donc là, j'ai juste copié ce que m'a proposé Google. Et pour l'utiliser, eh bien, je n'ai plus qu'à utiliser Font Family, Montserrat et sans serif. Donc là, je vais vous expliquer simplement ce que ça fait. Quand la police Montserrat est disponible, ça utilise Montserrat. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a une erreur avec Google ou quoi que ce soit, eh bien, ça utilisera sans serif comme police. Donc là, j'ai enregistré. Donc si je retourne sur mon document, on peut voir que c'est la police Montserrat qui doit être utilisée. Si j'actualise, effectivement, ça doit être Montserrat. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose. Si vous faites inspecter, et donc là, ça affiche l'inspecteur. Je vais le mettre dans une fenêtre en bas de mon navigateur pour que ça ne m'embête pas. Donc, je vais mettre épinglé en bas, tout simplement. Et si je remonte ici, j'ai la possibilité de voir les propriétés CSS et de voir effectivement que Montserrat a bien été activé. Ce qui est bien, c'est que dans les styles, ici, je peux faire des essais, je peux faire des tests, et donc, par exemple, décocher Font Family pour faire comme si ce n'était pas appliqué et voir ce qui se serait passé.
ou alors le recocher. Imaginons que Montserrat ne soit pas disponible. Si je vire Montserrat, je fais donc un retour en arrière, eh bien on voit ce qu'aurait donné sans sérif dans le cas où Montserrat n'est pas disponible. Donc je peux faire retour et voilà ce que ça donne. Pareil pour toutes les propriétés, hein, je peux enlever le text align, je peux le changer. Si je veux qu'il soit par exemple aligné à la fin, je mets end. Je peux faire CTRL Z encore une fois pour revenir en arrière. Et puis là, je peux enlever ma couleur. Donc là, par défaut, il est noir. Je peux la remettre, je peux enlever mon fond beige, je peux modifier la couleur de mon fond. Donc là, il faut se dire que ça ne va pas s'appliquer dans mon fichier HTML, mais ça me permet de faire des tests et de voir en temps réel ce qui se serait passé avec par exemple une autre couleur. Et si par exemple j'estime que je préfère ce gris-là et que je veux par exemple une couleur un peu plus claire pour mon titre, par exemple du blanc, eh bien ici je vais pouvoir copier en fait les valeurs que j'ai modifiées. Je fais copier et je peux les coller dans mon code pour que la modification soit effective et que quand je vais actualiser ma page, eh bien ça se fasse automatiquement. Donc là, il faut que je le refasse. Ici par exemple, ce gris-là me plaît bien. Je fais copier, donc Commande C ou CTRL C et je le code juste ici. Là maintenant, quand j'actualise ma page, eh bien les modifications sont conservées. Donc voilà, on a vu comment mettre une couleur de fond, on a vu comment mettre une couleur sur le texte, on a vu comment aligner le texte, comment lui mettre une police d'écriture personnalisée. Par exemple, si j'avais voulu que mon paragraphe soit écrit en gras, je peux vous montrer comment on fait. Donc je prends mon paragraphe, j'ouvre des accolades, donc avec option parenthèse sur Mac. Et donc si j'avais voulu le mettre en gras, eh bien j'aurais pris font qui veut dire police en anglais. Et en l'occurrence, j'avais utilisé font family pour changer la famille de police. Et je peux utiliser font weight pour changer l'épaisseur, la graisse de ma police. Donc en faisant font weight, je peux sélectionner si je veux que ce soit bold, donc en gras, bolder, donc c'est encore plus gras, lighter pour que ce soit plus léger, donc plus léger que le normal, et normal. Donc en l'occurrence, moi je veux que ce soit gras, sinon j'ai des petites valeurs de 100 à 900 qui me permettent de varier plus précisément. Mais si je veux que ce soit gras, je mets bold tout simplement. Si je fais enregistrer, et bien là, on voit que mon paragraphe apparaît en gras tout simplement. Également, j'aurais pu vouloir modifier la taille de mon texte. Eh bien, encore une fois, ça concerne la police d'écriture. Et donc, je peux mettre font size, tout simplement pour donner une taille. Et donc là, on me propose plusieurs tailles. Sinon, je peux définir une valeur. Donc là, j'ai large, small, medium, etc. Et sinon, je peux définir une valeur à la main. Par exemple, je veux que ce soit 18 pixels. Je mets 18 et j'écris PX pour pixel. Si j'enregistre, eh bien, on voit que la taille a certainement changé. Si je mets 20, peut-être que ce sera plus clair. On va voir la différence. Attention, regardez bien, j'enregistre. Et là, on voit que voilà, le paragraphe a grossi. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de se balader un peu dans les propriétés, de s'amuser un petit peu au début pour vraiment commencer à les maîtriser. Je vais vous montrer d'ailleurs une documentation qui est assez intéressante, qui est W3 Schools. Si je me mets dans la documentation CSS, eh bien là, vous avez vraiment beaucoup d'exemples de choses que vous pouvez faire. Donc avec par exemple les backgrounds, ici on vous montre comment mettre une opacité sur un fond, etc. On vous montre comment choisir les couleurs, on vous montre tout ce qui concerne les fonts, donc la size, comment utiliser Google Fonts. Si vous vous souvenez pas, ça peut vous faire un bon moyen mémotechnique. Et puis après, voilà, il y a pas mal d'éléments que vous pouvez regarder et cette documentation peut vous aider beaucoup. Donc je vais vous montrer aussi l'autre documentation qui est MDN, donc je vais lui demander le CSS. Et ça, c'est la documentation donc, de Mozilla, qui est l'entreprise derrière Firefox, et qui est une documentation assez intéressante aussi parce qu'elle est disponible en français. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici pour changer la langue. Et donc du coup, vous avez la possibilité voilà, de découvrir pas mal de choses. Donc par exemple, dans les animations, eh bien, on peut m'apprendre à utiliser des animations et avec à chaque fois un exemple. Vous voyez ici un exemple d'animation. Si je clique sur Play, je peux voir à chaque fois donc l'animation qui se rejoue. Et juste en dessous, je vois donc le code HTML et le code CSS qui a été nécessaire à la réalisation de cette animation. Donc c'est assez bien fait. Je vous mets évidemment le lien de ces documentations en description. Donc je vais fermer le superflu et on va maintenant s'attaquer à quelque chose d'un petit peu complexe qui est tout simplement le box model. Donc je vais me mettre sur box model, on va voir ce qu'il nous propose. Si on regarde, voilà, on a une explication qui est assez claire. Ça, c'est ce qu'on voit dans Chrome qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ça nous permet voilà, de voir
où sont les marges, où sont les bords, où sont le padding, etc. Donc je vais vous expliquer ça, hein. C'est une notion qui est un tout petit peu compliquée, donc il va bien falloir écouter, mais ça vous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement des balises, donc c'est vraiment super important. Donc il faut imaginer une balise comme une boîte. Si je me mets, regardez, sur mon titre, si je prends ce petit élément-là et que je me mets sur mon titre, on voit en fait toute la boîte qui est sélectionnée. On voit qu'il y a une zone qui est orange et une zone qui est bleue, et ça me donne quelques renseignements. Donc je vais cliquer dessus pour sélectionner l'élément, et ici voilà, je peux balader ma souris pour voir quel élément est concerné par quoi. Et ce qui est bien en affichant ma background color, c'est que j'ai instantanément une idée de la taille de ma boîte. En l'occurrence, ici, ma boîte est grise, et donc ma boîte fait cette dimension-là. Autour d'une boîte, on a une marge qui est par défaut ajoutée, donc ça s'appelle margin. Et donc cette marge, elle a une valeur qui est définie par défaut, mais j'aurais pu la modifier, cette marge. Et donc cette marge, elle permet voilà, d'ajouter un espacement entre le haut de ma page et mon titre, et entre mon paragraphe et mon titre. Imaginons que je souhaite la modifier. Ici, je vais pouvoir certainement le faire en mettant par exemple 0. Eh bien, on va voir que la marge a changé et qu'il y a moins d'espacement. Donc je vais fermer ça et on va essayer de modifier cette marge pour que vous voyez un petit peu la différence qui a été créée. Donc si je me mets dans margin et que je mets 0 par exemple, je veux retirer les marges tout autour en fait de mon titre. On voit que c'est pas très clair parce qu'il y a une marge sur le body, donc il faudrait que je modifie mon body. On va le faire maintenant. Donc je vais retirer aussi la marge sur le body qui est par défaut, donc margin 0. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus de marge autour de mon titre et qu'il n'y a plus de marge sur mon body. Donc du coup, les éléments sont vraiment collés au bord de ma page. On voit que mon paragraphe, il touche le bord de ma page. Si j'avais laissé la marge de base du titre H1, il y aurait eu une marge au-dessus et une marge en dessous. Si donc je remets margin 0, en fait, ça enlève toutes les marges. Mais ce qui est bien, c'est que la marge, on peut la modifier. On peut dire que par exemple, je veux que en haut, il y ait telle marge, à droite, il y ait telle marge, en dessous, il y ait telle marge, et à gauche, il y ait telle marge. Donc, je vais retirer également la marge de mon paragraphe pour que vraiment on voit sans marge ce que ça donne complet. Et donc, on voit que voilà, mon paragraphe est collé en haut à mon élément de titre. Donc, je vais lui mettre une couleur de fond aussi pour qu'on voit un petit peu, qu'on voit la zone concernée par mon paragraphe. Et donc, la margin, ça permet de rajouter une marge extérieure. Donc, si par exemple, je la mets de 5 pixels ou 4 pixels et que je fais enregistrer, eh bien on voit qu'il y a eu 4 pixels qui s'est rajouté tout autour de ma balise H1, donc de ma balise de titre. Et ce qui est intéressant, c'est de changer ces valeurs-là et de mettre par exemple 4 pixels et 16 pixels. En fait, quand je définis deux valeurs en même temps, eh bien je commence par définir à la verticale quelle marge je veux et ensuite je définis à l'horizontale. Vous voyez que là, j'ai 4 pixels en haut et en bas et j'ai 16 pixels à gauche et à droite de marge. Si je veux aller un peu plus dans le détail, en fait, je peux même définir 4 valeurs en commençant par le haut et puis en faisant un tour comme ceci. Donc, c'est-à-dire que je commence par le haut, ensuite je vais à droite, ensuite en bas et ensuite à gauche. Donc, si je veux définir ça, imaginons qu'ici je veuille 10 pixels, ensuite ici je veux 5 pixels, ensuite ici je veux 20 pixels et ensuite ici j'en veux 3 par exemple. Donc je commence par 10 pixels, ensuite j'ai dit 5 pixels, ensuite j'en voulais 20 et puis pour la gauche j'en veux 3. Donc je répète, hein, on fait un tour dans ce sens-là, tout simplement, on tourne et donc on commence par 10 pixels, donc ici il y a une marge de 10 pixels, à droite il y a une marge de 5 pixels, en bas il y a une marge de 20 pixels et à gauche il y a une marge de 3 pixels. Si je refais à nouveau inspecter et que je regarde, on le voit très bien dans la boîte qui est ici. Là j'ai une marge de 10 pixels en haut, 5 à droite, 20 en bas et 3 à gauche. Si je mets une seule valeur, elle va affecter tous les côtés de ma boîte. Ça veut dire que la valeur va être appliquée à tous les côtés. Si je mets deux valeurs, eh bien on commence par la verticale et ensuite on passe à l'horizontale. Ça veut dire que si je veux mettre par exemple 10 pixels en verticale et 0 de marge, donc pas de marge
à l'horizontale, et bien là, j'aurai 10 pixels en haut, 10 pixels en bas, et pas de pixels à l'horizontale, tout simplement. La troisième possibilité, c'est de définir les quatre valeurs, à commencer par le haut, ensuite la droite, ensuite en bas, et ensuite à gauche, tout simplement. Donc on a vu la marge, mais il y a plusieurs autres éléments qu'on peut voir ici. On a notamment le border, en deuxième élément. Donc je vais vous montrer ce que c'est le border. Pour ça, je vais remettre une marge de 10 pixels partout, parce que ce sera plus clair à montrer. Et donc, je vais ajouter un border. Un border, ça permet d'ajouter un bord à ma boîte. Vous vous souvenez, hein, je vous avais montré ici que j'avais modifié le bord, j'avais rajouté, j'avais mis 2 pixels et je l'avais mis noir. Et donc, ça me permettait voilà, de modifier le bord et j'avais même mis des bords arrondis. Donc, j'avais utilisé solid black 2 pixels. Donc, je pense qu'on va faire un truc similaire. En allant ici, eh bien, je peux mettre solid, black, ou je peux mettre une autre couleur si je veux mettre orange par exemple, et que je veux qu'il fasse 3 pixels, eh bien, je fais enregistrer, et là, j'ai une bordure de 3 pixels qui est apparue partout tout simplement. Si je regarde dans mon border, là, effectivement, j'ai 3 pixels qui se sont rajoutés autour de ma boîte et qui me permettent voilà, de styliser un petit peu le bord. Ça, c'est le border. Donc, on se rappelle, autour, on a une marge, un margin, c'est comme ça qu'on l'écrit, et ensuite, on a un border. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, mais on a la possibilité, donc là, j'ai défini une marge de 10 pixels partout, mais imaginons que je veuille partout, effectivement, cette marge-là, sauf en bas, où je veux qu'il n'y ait pas de marge, eh bien, j'aurais pu mettre également margin bottom. Donc, bottom, c'est en bas, ça veut dire, et mettre 0 tout simplement. Donc là, j'aurais eu 10 pixels partout, sauf en bas. Il faut se dire que, voilà, on a margin bottom, on a margin top, et margin left, et margin right. Donc, top, ça veut dire en haut, bottom en bas, left à gauche, et right à droite, tout simplement. Donc, ça me permet, voilà, d'avoir une propriété pour chaque élément, et d'être un peu plus précis. Donc je vais vous laisser juste le margin bottom pour que vous ayez voilà, une liste un petit peu exhaustive des balises qu'on a vues. Et donc ce qui est intéressant, c'est ensuite le padding. Donc, le padding, c'est l'espace qui est à l'intérieur de la boîte. C'est une marge interne à la boîte. Si vous voulez, c'est l'espace qu'il y aura entre la bordure de ma case et mon élément à l'intérieur. Donc si par exemple je mets un padding de 20 pixels, et bien logiquement, je devrais agrandir la marge interne. Donc là, je vais enregistrer. Et vous voyez, ici, j'ai 20 pixels qui se sont rajoutés. Ici, pareil, mais sauf que ça ne se voit pas parce que la boîte était déjà très grande. Et en dessous, j'ai 20 pixels qui se sont rajoutés également. Donc ça, c'est le padding. On voit que c'est la zone en vert ici. Donc, vous vous rappelez, hein, on a le margin, qui est la zone en orange ici, qui est tout autour. Le border qui est également orange, en tout cas là il est plutôt jauni. Et là ça nous montre voilà, la bordure interne de la case. Le padding qui est une marge interne qui permet de mettre un espace entre l'élément intérieur et le bord de la case. Et puis la dimension interne qui est donc la dimension de l'élément à l'intérieur. C'était ça exactement le box model. Vous voyez que on a top, right, bottom et left. Et donc on a un contenu avec un padding qui est une marge interne, un border qui permet voilà, de rajouter un border comme ici en orange, et puis un margin qui permet de mettre un espace à l'extérieur d'une boîte, donc un espace externe. J'espère que c'est clair pour vous et que vous imaginez déjà bien que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Ça vous permet voilà, de faire des éléments, des boîtes, et d'ailleurs, vous vous souvenez, je vous avais montré même border radius. Si on veut rajouter des bords arrondis, eh bien on va le faire ici. On va faire tout simplement en dessous du border, je vais rajouter border radius. Et ici, je vais mettre par exemple 5 pixels. Je fais enregistrer. Et là, on voit que j'ai des bords arrondis, tout simplement. Si je mets par exemple 10 pixels, je vais le modifier. Je vais mettre même 20 pixels. Je fais enregistrer. Et bien là, j'ai des bords beaucoup plus arrondis. Et si je vais par exemple jusqu'à 200 pixels, et bien là, j'ai carrément une pilule. Donc on commence à avoir des résultats intéressants. On commence à se dire qu'on peut faire beaucoup de choses et ça, c'est assez cool. Imaginons que vous vouliez mettre Montserrat, la police Montserrat, à tous les éléments de la page. Eh bien, vous auriez pu faire une étoile, tout simplement étoile, donc comme la multiplication.
et ajouter voilà, la font family à tous les éléments. Donc là, je vais faire Command X, CTRL X si vous êtes sur Windows, et je le colle ici. Et si je fais enregistrer, et bien maintenant, mon Serra va être automatiquement appliqué à tous les éléments. Étoile, ça veut dire tout. C'est beaucoup utilisé en informatique. Et donc là, tous les éléments de ma page seront affectés par la font family Montserrat. Je trouvais ça quand même assez intéressant de vous le dire, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, on a fait principalement du style. On sait comment mettre du style sur des éléments. Maintenant, il va falloir faire un peu de mise en page, parce que là, comment on fait pour mettre en page ça? Imaginons que je veuille mettre 3 titres les uns à côté des autres. Ben, intuitivement, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un copier-coller de celui-là, j'en mets 3, et non, ils ne se retrouvent pas l'un à côté de l'autre, ils sont l'un au-dessus de l'autre. La question c'est voilà, comment on fait pour faire de la mise en page, comment on fait pour organiser notre page. Donc pour y répondre, on va commencer par introduire la propriété display. Par défaut, un titre ou un paragraphe utilise la propriété display block. Si je fais enregistrer, eh bien ici, ça n'a rien changé tout simplement. Par contre, si je mets par exemple inline, et bien là, si j'enregistre, eh bien ce sera comme une ligne, ce sera vu comme un texte tout simplement. Et du coup, ça donne quelque chose qui ressemble à rien, mais qui donne ceci. Si j'avais mis inline block, eh bien ici, c'est quand même considéré comme un bloc. Donc on peut prendre un petit peu d'espace autour, mais ça ne prend pas toute la largeur. Donc je répète, on a le display block principalement, qui permet de prendre un bloc qui prend toute la largeur. Ensuite, on a le inline qui permet de faire en sorte que ma balise, elle se comporte un petit peu comme du texte. Le problème, c'est qu'ici, voilà, étant donné que ça se comporte comme du texte, ben, ça dépasse un peu. Et puis, il y a la façon inline block qui permet que ça se comporte un peu comme du texte, mais qu'il y ait quand même des blocs qui aient chacun leur espace. Donc ça, c'est intéressant à savoir déjà. C'est la façon dont sont disposés les éléments en fonction de leur display, de la façon dont ils s'affichent à l'écran. D'ailleurs, si j'affiche l'inspecteur et que je me mets en mode responsive, si je me mets en mode voilà, réactivité et que je m'amuse à changer les dimensions, j'aurais pu changer aussi les dimensions de ma page, mais sinon ça va faire quelque chose d'assez moche, donc je ne vais pas le faire. Mais là, on voit évidemment que automatiquement, ça revient à la ligne, comme ça se serait passé tout simplement avec un texte. Mais imaginons que je veuille par exemple, centrer mes titres, qui soient les 3 collés les uns aux autres, mais qui soient centrés. Donc là, en l'occurrence, ils ne seront pas collés parce qu'il y a quand même un margin, de toute façon, de 10 pixels qui est tout autour, sauf en bas. Mais j'aimerais quand même qu'ils soient centrés sur ma page. Et donc là, c'est pas terrible. Là, ça se comporte comme une ligne, ça ne me va pas. Donc, je vais remettre le bloc pour que ce soit un comme par défaut. Et je vais utiliser ce qu'on appelle une div. Et une div, c'est une balise qui n'a pas vraiment de sens, mais qu'on utilise très souvent pour faire de la présentation. Et donc, si je mets une div, eh bien, je vais pouvoir faire des modifications sur le display de cette div. Donc, on va se mettre une classe, par exemple, et on va dire que c'est, par exemple, la barre de navigation. Donc, je vais mettre navigation. Et donc là, comment on fait pour sélectionner une classe? Vous vous souvenez, le sélecteur, c'était un point. Donc, je mets point navigation pour récupérer ma navigation. J'ouvre mes accolades, bien entendu. Et ici, je vais changer la propriété de display puisqu'on a une nouvelle disposition que je vais vous montrer dès maintenant qui s'appelle tout simplement Flex. Il y a plein d'autres choses qui sont potentiellement intéressantes, mais je vais vous montrer dans un premier temps Flex. Si maintenant j'enregistre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai approximativement le même comportement que tout à l'heure, sauf que je n'ai modifié que ma div. Donc la div, c'est un élément invisible, je le répète, qui sert souvent voilà, à faire de la mise en page et à séparer des sections. Et donc, je lui ai mis une classe navigation, j'y ai accédé ici et j'ai mis le display flex. Puisque flex, en fait, c'est une disposition d'écran qui permet de faire des choses assez intéressantes et notamment quelque chose que je vais vous montrer tout simplement ici, qui est justify content. Et ici, si je mets center et que je fais enregistrer, eh bien, mes titres sont centrés par rapport à la largeur de ma page. C'est-à-dire que même si je réduis ma page ou que je l'élargis, eh bien, les titres resteront toujours centrés. Évidemment, là, ça commence à faire n'importe quoi parce que ça dépasse, mais
du moment que ça ne dépasse pas, eh bien mes titres restent en permanence centrés. De la même manière, j'aurais pu les aligner à la fin. Là, ça reste en permanence à la fin, peu importe la longueur de ma page. J'aurais pu les mettre au début, start, donc start, end, center. Donc là, au début, ça reste aligné au début, sauf évidemment si ça dépasse, ça commence à faire un peu n'importe quoi. Mais j'ai d'autres dispositions qui sont assez intéressantes sur Flex, qui sont Space Between, notamment. Donc, Space Between, je l'adore parce qu'il permet, voilà, de mettre le plus d'espace possible entre les éléments. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse un maximum d'espace, il colle l'élément à droite, il colle l'élément à gauche, et il laisse un maximum d'espace entre les deux. On a également Space Evenly. Alors lui, il va essayer de laisser la même quantité d'espace partout. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est tout simplement que ici, il y a le même espace que ici, et ici également. Donc celui-là est assez sympathique également. Donc je répète, hein, on a Start, End, Center, Space Between pour laisser un maximum d'espace, et Space Evenly pour faire ce qu'on obtient ici. Et également, je crois qu'il y a Space Around. Alors, j'ai plus le souvenir exact de ce que c'est. Voilà, il laisse le même espace à droite et à gauche, qui est la moitié de l'espacement qu'il y a au milieu. Donc voilà, c'est un truc qui peut être intéressant si vous faites une barre de navigation. Donc ça, voilà, c'est assez intéressant. C'est le fonctionnement de Flex. Si je mets Flex Justify et qu'on regarde, voilà, on a une explication assez claire. Flex Start, là, ça permet que ce soit aligné au début. C'est pas très clair d'ailleurs, comme voilà, je pense que celle-là est plus claire. Flex Start, tous les éléments sont alignés au début. Flex End, tous les éléments sont alignés à la fin. Center, ils sont au milieu. Space Between, on laisse un maximum d'espace entre les deux. Space Around, eh bien, on laisse le même espace à droite et à gauche qui est la moitié de l'espace qu'on laisse partout. Et puis Space Evenly, on laisse le même espacement entre chaque élément. Voilà, donc ça c'est assez cool. C'est un truc assez cool qu'on peut faire avec Flex. Mais Flex, il peut s'utiliser dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je l'utilise en largeur, mais j'aurais également pu le mettre en hauteur. C'est-à-dire que par exemple, si je mets Flex Direction et que je fais une colonne plutôt qu'une row, par défaut c'est une row, donc row ça veut dire ligne, donc là ils sont organisés sous forme de ligne, mais si je veux que ce soit en colonne, je mets une colonne tout simplement. Et ici, donc je me retrouve un peu avec ce que j'avais à la base, mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si par exemple je définis à l'avance une hauteur pour ma navigation, si je dis par exemple qu'elle a une hauteur de 100% de mon écran, donc 100 view height, eh bien ici, j'aurai le même alignement, mais à la verticale. Je vais essayer de baisser ça pour que ce soit un peu plus clair. On voit que ici, j'ai un space around, et donc que j'ai le même espace en haut et en bas, sauf que évidemment, il n'y a pas de marge, donc ça fait ça. Mais on voit tout simplement le comportement. Et si je mets à nouveau space between, par exemple, eh bien, j'ai le maximum d'espace entre mes éléments. Si je mets space evenly, j'ai exactement autant d'espace en haut, au milieu, etc. Si je mets end, eh bien, j'ai rien au début, j'ai tout à la fin. Start, j'ai tout au début, j'ai rien à la fin. Center, tout est centré, donc ça prend 100% de la taille de l'écran. Donc voilà, pour vous montrer Flex un petit peu, hein, on peut mettre sous forme de colonne, etc. Donc moi, ce que je voulais à la base, hein, on se souvient, c'était que ce soit centré. Donc je me mets comme ça et je laisse ça centré tout simplement. Mais j'aimerais que, par exemple, quand je vais réduire la taille de ma fenêtre, j'aimerais que ça saute à la ligne quand même parce que là, ça dépasse, c'est n'importe quoi, ça me plaît pas du tout. Donc du coup, j'aimerais que ça saute. Comment je fais? Eh bien, j'ai une propriété qui s'appelle Flex Wrap. Donc je mets Flex Wrap et je sélectionne Wrap. Je fais enregistrer. Et ici, dès qu'en fait un élément va dépasser, eh bien, il sera automatiquement remis à la ligne. Vous avez vu, il a dépassé, il est remis à la ligne. Donc là, c'est un premier pas dans le responsive, c'est-à-dire que ça va vous permettre de faire en sorte que sur mobile, eh bien, si les trois éléments ils sont comme ça sur ordinateur, eh bien sur mobile, ils pourraient se retrouver comme ça et sur tablette comme ça, par exemple. Donc voilà, ça permet de sauter automatiquement à la ligne quand un élément dépasse.
Donc j'espère que vous avez bien compris les flex parce que ça va vous servir énormément. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en page, vous aurez très certainement besoin des grilles. C'est un concept assez complexe qu'on va du coup pas voir dans cette vidéo. Par contre, si vous regardez dans la documentation de MDN, vous avez des petits exemples. Et puis voilà, si je mets CSS Grid, je vais pouvoir vous montrer un petit peu des propositions. Donc c'est ça, il faut imaginer en fait sa page comme un ensemble de blocs et voir même comme une sorte de tableau si vous voulez, où on a des colonnes et des lignes, et ça nous permet de positionner des éléments selon une certaine grille, justement. Donc c'est assez pratique pour faire des écrans complexes en termes de code, et donc faire des dashboards, par exemple, ou des choses de ce style. Moi, ce que je vous recommande, comme c'est assez compliqué, c'est déjà de faire des essais, d'essayer les propriétés CSS, et de regarder un petit peu les exemples sur les documentations de MDN ou de WTrustCalls. Si je vais regarder donc les grids, j'ai ici des exemples, des explications et ça m'explique un petit peu comment mettre en place des grilles. C'est le genre de choses que l'IA fait très très bien, qui n'est pas extrêmement compliqué, hein. On voit ici que par exemple, on a donc une grille de 3 par 3 et ici, on dit que par exemple, l'item 1, on lui a mis une classe, hein, vous avez vu, avec un point, et on dit que l'item 1, eh bien, il commence à la ligne 1 et il termine à la ligne 3. Donc la troisième ligne, il faut compter à partir de là, 1, 2, 3. Et donc du coup, ça me permet de dire que cet élément-là va prendre cet espace-là. Donc voilà, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Quand vous en aurez besoin, moi je vous conseille de demander à l'IA ou de vous renseigner pas mal dessus. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément tous les jours, donc je ne vais pas aller dans le détail à ce niveau-là, surtout que beaucoup de choses sont faisables directement avec une flex. Il y a quand même 2-3 propriétés que je ne vous ai pas montrées. Donc la largeur et la hauteur, on l'a utilisé très vaguement tout à l'heure, mais je vais vous montrer ça un peu plus dans le détail. Donc je vais créer une div avec une classe. Donc je vais l'appeler boîte ou box. Donc je vais faire point boîte, tout simplement. Boîte, c'est très bien. Je fais entrée et là, automatiquement, en faisant div.boîte, eh ben, l'éditeur de code m'a créé une div avec la classe boîte. Donc ça, c'est super pratique à utiliser. Je vais en créer 3-4. Donc voilà, 2, 3, 4. J'ai créé 4 boîtes. Évidemment, elles sont transparentes puisque les divs ne sont pas visibles par défaut. Et je vais faire en sorte de les rendre visibles, tout simplement. Donc je vais sélectionner ma boîte, j'ouvre mes accolades et je vais leur mettre une couleur de fond qui est noire, par exemple, black. Là, je ne les vois toujours pas. Pourquoi? Parce que une div, ça n'a pas de dimension par défaut, donc par défaut, elles sont à 0, donc on ne peut pas les voir en fait, elles n'ont pas de dimension. Donc pour ça, il y a ces propriétés-là, qui sont celles que je voulais vous montrer, qui sont width. Width, c'est la largeur, donc width de par exemple 100 pixels. Si je fais enregistrer, encore une fois, je ne les vois pas parce que j'ai pas de hauteur. Si vous voyez une ligne qui n'a pas d'épaisseur, forcément, ça fait rien du tout. Et donc, la hauteur, qu'on peut retenir avec hauteur, le H de hauteur, height en anglais. Donc, c'est width et height. Et pour retenir lequel des deux est quoi, eh bien, width, c'est la largeur. Height, comme il y a le H de hauteur, eh bien, c'est la hauteur, tout simplement. C'est comme ça que je le retiens. Et je veux, par exemple, 50 pixels de hauteur. Et je n'oublie pas mes points virgules, sinon ça fait n'importe quoi. Et quand j'enregistre, eh bien là, c'est assez bizarre ce que j'ai parce qu'en fait, j'ai créé 4 boîtes, elles sont empilées et du coup, on n'a pas de marge entre les deux. Donc, je vais juste créer une petite marge pour que ce soit un petit peu plus clair qu'il y a 4 boîtes de 2 pixels par exemple. Et je fais enregistrer et là, on voit que effectivement, j'ai 4 petites boîtes. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, le width et le height. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ça vous permet de donner une taille fixe à un élément. Mais il y a plein de façons de donner une taille à un élément. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu les unités que vous pouviez utiliser. Donc on a d'abord les pixels pour les dimensions des pixels, mais on a également les pourcentages. C'est-à-dire qu'on peut prendre un pourcentage de l'espace qui nous est alloué. Par exemple, là j'ai toute la largeur et donc je veux que mes boîtes, elles occupent la moitié de la largeur de toute ma page. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Plutôt que de mettre une width de 100 pixels, eh bien, je vais mettre une width de 50%. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'occupe 50% de l'espace disponible. Peu importe la largeur de ma page, j'aurai toujours la moitié de la page
qui sera occupé par ma boîte. De la même manière, j'aurais pu me baser sur la taille de l'écran. Donc, en l'occurrence, là, c'est un peu pareil puisque par défaut, elle prend toute la taille de l'écran. Mais du coup, je vais le faire sur la hauteur. Sur la hauteur, donc height comme hauteur, avec un H. Et donc, je me dis, moi, je veux que ça prenne 30% de l'écran, donc un tiers de l'écran. Ça va faire assez haut hein, parce que chaque bot va prendre 30% de l'écran. Et donc, du coup, ici, pour prendre 30%, eh bien, je vais mettre 30 et je vais mettre view height. La vue, c'est, on va dire, la taille de l'écran, ou en tout cas de la vue de l'écran sélectionné, enfin de l'onglet du navigateur, on va dire la taille de la page. Je prends view height VH. J'aurais pu aussi prendre view width, c'est-à-dire faire une hauteur en fonction de la largeur. Ça, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand je vais modifier la largeur, ça va changer également la hauteur de mes éléments. Donc on va faire ça, c'est assez contre-intuitif, mais pourquoi pas. Donc je vais faire en sorte que ce soit 30 view width. Et là, en fonction de la largeur de ma page, eh bien, ça change la hauteur de mon élément. Je vais mettre un peu moins que 30 parce que sinon on ne voit rien du tout. Je vais mettre par exemple 10. Et donc là, on a 10% de la largeur en hauteur. Donc, étant donné qu'il y a un 50%, ça biaise un petit peu le résultat. Je vais juste mettre 100 pixels par exemple et vous allez comprendre un peu mieux. Là, ici, on a toujours 100 pixels et plus je réduis la taille de la page, plus c'est petit. J'espère que vous avez compris là parce qu'en gros, je prends 10 view width. Je mets une hauteur de 10% de la largeur de la page. Je vais mettre 10% de la hauteur, ce qui aurait été un peu plus logique. Et du coup, là, j'ai 10% en hauteur. Et donc, si je réduis, eh bien, j'ai toujours en permanence 10% de la hauteur de la page. Si je mets 3% par exemple, eh bien, ici, plus je réduis, plus c'est écrasé. Et plus j'élargis, moins c'est écrasé. Donc, voilà, on a plusieurs façons de définir les dimensions. Et il y en a une qui me plaît bien. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des mix. Donc là, je vais mettre une margine automatique en horizontale. Et ça me permet voilà, que ce soit centré. Ça permet de mettre la même marge des deux côtés. Et en hauteur, j'ai toujours mes 2 pixels que je peux passer par exemple à 20 pixels si j'ai envie. Et donc, 20 pixels, c'est un peu trop, je vais mettre 5 pixels. Et donc, ce qui serait cool, c'est qu'en fonction de la taille de mon écran, eh bien, ça s'adapte à la taille, mais que quand même, sur un très grand écran, eh bien, j'ai une taille limite. Donc, si j'ai envie, ce soit 50% de l'écran en largeur. Donc là, je vais redéfinir 100 pixels de hauteur, tout simplement. Non, alors 100, c'est trop. 20 pixels de hauteur. Donc on va voir. Donc là, j'ai 300 pixels, mais je veux jamais que ça dépasse la taille de ma page parce que sinon, quand je réduis, ça commence à faire des bugs et à faire n'importe quoi. Donc du coup, comme je veux jamais que ça dépasse la taille de ma page, eh bien, je vais définir une largeur maximum. Max width. Et je veux jamais que ça dépasse la largeur de ma page. Je vais même dire que je veux jamais que ça dépasse 90% de ma page. Donc je vais mettre 90 view width. Ça veut dire qu'au maximum, j'aurai 90% de ma page. Et si c'est trop grand, eh bien ce sera 300 pixels. Et si je réduis, vous voyez qu'ici, j'arrive jamais à toucher les bords. Pourtant, ça fait moins de 300 pixels. Pourquoi? Parce que j'ai donné une largeur maximum de 90%. Et du coup, il reste 5% de ce côté-là et 5% de la page de ce côté-là. Et ça fait que, voilà, ça empêche de faire des bugs de partout et ça permet de réduire la taille quand vraiment on a un petit appareil et que par défaut, elle soit à cette taille-là. Maintenant, j'aurais pu faire aussi une largeur minimale en disant que, par exemple, je veux que ce soit au moins de 50 pixels, donc min width de 50 pixels, et que sinon, ce soit, par exemple, 50% de la page, en moyenne, 50 view width. Ça veut dire qu'au minimum, je veux 50 pixels, soit jamais plus fin que 50 pixels. La plupart du temps, je veux la moitié de la page, mais par contre, je veux jamais que ça dépasse 90% de ma page. Donc à ce moment-là, si je réduis, eh bien, à un moment, donc au minimum 50 pixels, c'est pas assez, il faudrait que je mette, ou même 300 pixels. On va dire voilà, au minimum, j'ai 300 pixels. Donc, je vais dézoomer un petit peu parce que là, on voit pas bien. D'ailleurs, ça fait des trucs assez chelous. Je pense que ça dépasse un petit peu. Mais voilà, en gros, au minimum, j'ai... Bon, là, ça fait n'importe quoi. J'ai aucune idée de pourquoi, mais l'idée, c'était qu'on peut avoir, voilà, une largeur quand c'est possible. Eh bien, tu mets 50 pixels. Tu mets la moitié de la page, 50 view width, et une largeur maximale à pas dépasser.
Donc voilà, et ça, on peut le faire sur tous les éléments, hein. Ajouter une width, height, max width, max height, etc. Donc je vais enlever une partie du code, ce sera quand même un peu plus simple. Donc je vais enlever ce truc-là pour simplifier un petit peu. On reprend 50% de la page. Donc là, à nouveau, j'ai des comportements un peu chelous. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Enfin, c'est pas très très grave, on a déjà vu pas mal de choses. Moi, j'aimerais quand même vous montrer comment je fais si je veux que sur mobile, sur un petit appareil, eh bien, le titre il change de couleur et qu'il devienne plus petit. Ça peut être intéressant. On arrive maintenant à la partie de la vidéo tant attendue que tout le monde voulait voir. Comment on fait pour afficher quelque chose de différent sur mobile et sur ordinateur? Imaginons que par exemple sur mobile, je ne veux pas qu'il y ait 3 titres, mais je veux qu'il n'y en ait qu'un seul. Comment est-ce que je fais si je veux modifier des choses en fonction de la taille de l'écran? Je fais quoi concrètement? Eh bien, ce qui est cool, c'est que ça va me permettre de vous montrer plusieurs choses. Donc, je vais rouvrir l'inspecteur. Il y avait eu un bug sur mon inspecteur, donc là, je n'ai plus le bug, donc c'est cool. Et donc, l'idée, c'est que, bon, là, évidemment, sur mobile, ça se réduit, mais moi, j'aimerais bien que, carrément, eh bien, ils disparaissent, qu'il y en ait il y ait un des titres qui disparaissent si je suis sur mobile et que les autres changent de couleur. Je vous dis n'importe quoi. Eh bien, je vais utiliser une media query. Donc, je ne connais pas par cœur comment on fait. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre media max width, media min width. Donc, les media query, on nous donne des exemples. Est-ce que j'ai un exemple? Voilà. Donc, la requête permet d'appliquer le style à condition que la largeur soit inférieure à 1250 pixels. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Sur un mobile, la largeur, elle fait, je ne sais plus exactement, mais ça doit être environ 350 pixels ou 380 par exemple. Donc, on va prendre ce que nous a proposé Mozilla et on dit max width est égal à 380 pixels. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là-dedans, eh bien, ça va s'exécuter au moment où notre appareil a une taille de 380 pixels. Donc, par exemple, je vais changer la couleur de fond, c'est ce qui est le plus simple, la couleur de fond de la page. Donc, je prends mon body et je vais mettre background color black, tout simplement. Je fais enregistrer. Et là, quand la dimension de mon écran est de moins de 380 pixels, donc là je suis à 377, eh bien, automatiquement, la couleur de fond passe en noir. Vous voyez que si je regrossis, effectivement, c'est en blanc. Et dès que je passe en dessous des 380, eh bien, ça passe en noir, tout simplement. Et donc maintenant, je vais faire en sorte que, voilà, il y a un des titres qui disparaissent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lui rajouter un ID ou une classe. Allez, je mets un ID pour une fois. ID, no mobile. Et puis, voilà, je vais dire que lui, il disparaît quand je suis sur mobile. Ce que je peux faire, c'est tout simplement récupérer une no mobile. Donc, avec un hashtag, on se souvient pour les ID. Pas les classes, hein, les classes, c'est un point. Donc, no mobile. Et puis, j'ouvre donc mes accolades. Et ce que je vais faire ici, donc je vais déjà lui changer sa couleur, juste pour voir ce que ça donne. Donc, red. Donc, non, c'est pas red, c'est color 2.red avec un point virgule à la fin. Et donc là, on voit que le titre du milieu, il passe en rouge quand la taille est réduite à moins de 380 pixels. Ça, je peux en faire plusieurs, hein, des médias. C'est-à-dire que je peux dire en dessous de 500 pixels, tu changes ça, et en dessous de 380 pixels, tu changes ça. Ça veut dire que vraiment, je peux m'adapter à toutes les tailles d'écran et à faire vraiment des modifications importantes en fonction de la taille de l'écran. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais moi, je ne veux pas le passer en rouge, je veux qu'il disparaisse. Eh bien, ça va me permettre de vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas encore montré, qui est que dans Display, vous vous souvenez, on a Display Block, Display Inline Block et Display Flex. Eh bien, il y a également un Display None. None qui veut dire rien. Et donc là, en gros, quand j'enregistre, eh bien, il disparaît. Ça permet de ne pas afficher l'élément. Donc l'élément existe bien sur la page, hein, mais on ne le voit pas, on ne le prend pas en compte dans le calcul, et donc du coup, il n'apparaît pas. Vous voyez que si je grossis la taille, effectivement, là, au-dessus de 380 pixels, eh bien, j'ai 3 éléments. Si je réduis, on voit qu'à un moment, ça passe à la ligne, et puis si je réduis en dessous de 380, eh bien, l'élément disparaît tout simplement. Donc voilà, vous savez comment faire des modifications en fonction de la taille de l'écran, et ça c'est intéressant. Vous voyez que là, je l'ai fait dans ce sens-là, ça veut dire qu'en gros,
J'ai commencé par la version ordinateur et j'ai fait en sorte que pour les périphériques de moins de 380 pixels de large, eh bien, je change des choses. Mais j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser max width, utiliser min width et me dire que pour les périphériques de plus de 380 pixels, on fait ça. Si j'enregistre, eh bien là, quand je me mets sur mobile, j'ai les 3 éléments et quand je reviens sur PC, j'ai la version mobile d'avant. Donc voilà, on peut modifier. Donc là, ce serait plus nos mobiles, ce serait nos PC. Je peux faire des choses dans les deux sens et je peux faire voilà, beaucoup de choses avec CSS. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est la pratique. C'est d'essayer, c'est de faire des choses, c'est de tenter, de ne pas y arriver, mais de finir par y arriver, de chercher, d'aller voir dans les documentations. C'est vraiment ça, c'est comme ça qu'on apprend. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est allez-y, pratiquez, lancez-vous, essayez de construire des choses, de construire des sites internet et vous allez y arriver. C'est peut-être un petit peu difficile au début, mais plus vous allez pratiquer, plus ce sera facile pour vous. Dans la description, vous avez un article qui résume tout ce qu'on a mis dans cette vidéo, qui contient les liens des documentations, etc. Donc je vous invite à aller le consulter, à aller le regarder. Il faut juste entrer son email, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'envoie un seul email par semaine, je ne fais pas de spam et j'essaye de vous apprendre des choses dedans, que ce soit toujours assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant que vous maîtrisez CSS, vous savez donc créer des sites internet, mais le problème c'est que ces sites, ils sont statiques. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le site, vous ne pouvez pas le modifier en fonction d'une interaction d'utilisateur, faire des choses intéressantes. Et pour faire un site dynamique, c'est-à-dire par exemple un blog où vous pouvez poster des articles, le supprimer, mettre des commentaires, etc., eh bien il faut passer à du dynamique. Et je pense qu'une prochaine étape intéressante pour vous, ce serait de maîtriser des bases de données pour pouvoir essayer voilà, de comprendre comment on gère des données. Et ça tombe bien parce que j'avais fait une vidéo sur SQL. C'est un concentré de valeur, j'ai pas mal bossé dessus et d'ailleurs, elle vous a beaucoup plu. Donc, je vous invite à aller la voir, à cliquer dessus maintenant. C'est facile, il n'y a qu'à cliquer ici. Allez-y.